Salut à tous la famille, salut les passionnés et bienvenue dans ce nouveau débrief sous haute tension sur Cal Inside. Aujourd'hui, on va parler du match nul 1-1 entre les Lions d'Atlas et l'Équateur. Et croyez-moi, il y a des choses qui doivent sortir, des vérités qui vont faire très mal à entendre, mais qu'on est obligé de poser sur la table. Vous voyez, quand je vous disais récemment que, sportivement parlant, j'avais énormément de mal à nous considérer comme les véritables champions d'Afrique, aujourd'hui, dire ça dans la rue ou sur les réseaux, c'est devenu un blasphème, un sacrilège absolu. Alors oui, on le sait tous, le Maroc est champion d'Afrique à l'instant où l'on se parle. Sur le papier, c'est acté, la fédération marocaine a fait un travail monstrueux dans les bureaux, la question ne se pose plus. Mais les frères, je vous le dis droit dans les yeux, quand tu regardes ce qui se passe sur le rectangle vert, on n'est pas la meilleure équipe du continent. Ce match face à l'Équateur vient confirmer de manière éclatante toutes mes craintes. Ce que l'on a vu sur la pelouse, ce n'est absolument pas un match de champion. Ce n'est pas une prestation digne d'une équipe qui est censée régner sur l'Afrique. Et le symbole absolu de ce malaise, le truc qui m'a littéralement dégoûté et rendu fou devant ma télé, c'est la composition de départ de notre équipe. Les gars, comment est-ce possible qu'aujourd'hui, le mec qui ressort comme l'un de nos meilleurs joueurs sur le terrain soit celui que j'appelle França Diop, Issa Diop? Je vous le dis cash, ce joueur ne rentrera jamais dans mon cœur. C'est une dinguerie absolue, une anomalie totale de le voir commencer ce match en tant que titulaire indiscutable. Franchement, posez-vous la question, comment peut-on manquer de fierté à ce point-là au sein de notre sélection? Ce mec nous a snobés pendant des années, il a craché sur le maillot, il nous a manqué de respect publiquement pour attendre l'équipe de France. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'il daigne venir chez nous, on ouvre grand la bouche, on dit c'est pas grave, viens prendre ta place et on le met titulaire direct. Comment on peut accepter ça? Ça me dépasse complètement. Quel message désastreux on renvoie au monde entier et surtout aux autres binationaux. On est en train de leur dire soyez opportunistes, utilisez le Maroc comme roue de secours. Quand la France ne voudra plus de vous, on vous déroulera le tapis rouge. Ne venez pas me sortir l'excuse du il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est faux, il n'a pas changé d'avis. Il a juste été contraint de venir chez nous parce qu'il n'avait plus le choix pour jouer au niveau international. C'est du pur opportunisme. Mais le plus grand paradoxe de cette soirée, le truc qui rend complètement fou, c'est que malgré tout mon dégoût pour la situation, il faut être objectif. Issa Diop a probablement été le meilleur Marocain en première mi-temps. Alors attention, c'était face à un Ener Valencia de 36 ans, mais il a fait le boulot au début. Même si sa deuxième mi-temps a été un naufrage, avec une lourde responsabilité sur le but équatorien, on y reviendra plus tard. Mais si le cas Diop me rend dingue, c'est tout l'aspect offensif de cette équipe qui m'a donné des sueurs froides. On avait des incertitudes avant le match et elles se sont transformées en un véritable cauchemar sur la pelouse. Parce que oui les frères, si le dossier Issa Diop m'a mis hors de moi avant même le coup d'envoi, ce que j'ai vu sur le terrain pendant 90 minutes m'a achevé. On a fait le bilan de ce match nul et sur l'aspect offensif, c'est le néant absolu. On a proposé très peu de choses. C'était d'une pauvreté tactique effrayante. On a commencé la rencontre avec une montagne d'incertitudes, je vous l'avais annoncé dans ma vidéo de présentation d'avant-match, et malheureusement toutes ces craintes se sont concrétisées sous nos yeux. Il y a énormément de joueurs qui ne rassurent absolument pas, qui sont totalement passés à côté de leur match. Alors oui, on peut trouver des circonstances atténuantes pour certains. Prenez le cas de Noussair Mazraoui par exemple. Tu ne peux pas lui en vouloir d'être en manque de rythme. Le mec est parti jouer la CAN, il a donné son corps à la patrie, et quand il est rentré à Manchester United, il a perdu sa place de titulaire. C'est une situation cruelle. Il est en manque cruel de temps de jeu, c'est un fait. Et d'ailleurs, quand tu vois l'entrée de Yaya Atiatalla à sa place, il n'y a pas photo sur la dynamique du moment. Mais pour les autres, pour les garçons censés dynamiter l'attaque et créer des étincelles, là, il n'y a plus d'excuses qui tiennent. Les gars, je vous le dis clairement, il y a des joueurs aujourd'hui qui n'ont plus leur place dans le 11 de départ. C'est terminé. Commençons par Ismaël Saibari. Je suis désolé, même s'il n'a pas évolué exactement dans son registre préférentiel ou dans son meilleur rôle tactique, on parle d'un joueur qui marche sur l'eau avec le PSV Eindhoven. Le mec, en club, c'est un monstre de puissance. Il te claque des reprises de volée venues d'ailleurs, il inscrit des buts lunaires en Ligue des Champions, mais dès qu'il enfile le maillot du Maroc, c'est le jour et la nuit. C'est poussif, c'est brouillon, il est méconnaissable. Et que dire du dossier Abdé Zalzouli? C'est le même combat, mais en pire.
Pire, les frères, le cas Abdé me rend fou. Je ne comprends pas ce garçon. Je veux bien entendre toutes les justifications du monde. Oui, mais il n'est pas habitué à l'intensité de l'équipe nationale. Oui, mais c'était le système de Regragui. Oui, mais là, c'est le nouveau système de Wabi. Oui, mais c'est le style sud-américain en face. Stop, arrêtez avec ça. Les gars, on ne lui demande pas de dribbler 5 équatoriens et de mettre une lucarne de 30 mètres à chaque prise de balle. On lui demande juste la base du football professionnel. Faire un contrôle. Et même ça, il n'en est pas capable. Tu as un ballon parfait qui lui arrive dessus et il s'en mêle les pinceaux. C'est quoi l'excuse derrière un contrôle raté? Le terrain? Faux. Il connaît le Civitas Metropolitano de Madrid par cœur. Il s'y est déplacé des dizaines de fois en championnat espagnol. La pression, ça fait des années qu'il est dans le circuit. Alors je suis gentil, je veux bien le voir s'excuser auprès de ses coéquipiers toutes les 2 secondes en levant la main pour dire désolé, c'est ma faute. Mais au bout d'un moment, les excuses ne suffisent plus. Tu as pris la place d'un autre dans le groupe. Et la preuve est flagrante. Quand un jeune comme Talbi est entré en jeu à sa place, il m'a apporté 1000 fois plus de frissons, de percussions et d'envie en quelques minutes qu'Abde sur l'intégralité de la rencontre. Et même sur l'intégralité de sa dernière CAN, pour être franc. Et si l'attaque a été fantomatique, on a aussi assisté à une faillite individuelle criante au milieu de terrain. Un naufrage incarné par un joueur qu'on a beaucoup trop encensé par le passé et qui nous a coûté très cher sur ce match. Sofiane Amrabat, pardon, je veux dire Bilal El Ranous. Parce que oui les gars, à la fin de ma précédente partie, ma langue a fourché sous le coup de l'émotion et de la colère en citant El Kanous ou Amrabat. Mais effacez ça tout de suite. Le véritable responsable de notre naufrage dans l'entrejeu, celui qui m'a fait bondir de mon canapé, c'est ce joueur que certains spécialistes aveuglés ont osé comparer à une légende absolue du football. Je vous le donne en 1000, on nous a vendu du Rabbi Rimat comme étant le Busquets marocain. Franchement les frères, quand j'entends ça, je me dis que ceux qui ont osé faire cette comparaison doivent avoir honte aujourd'hui, vraiment honte. Quand tu vois le match catastrophique qu'il a proposé face à l'Équateur, c'est une insulte au football de le comparer à Sergio Busquets. Alors oui, je veux bien être indulgent 5 minutes, on peut se dire c'est son premier gros test, il découvre la véritable intensité internationale, le vice et le pressing sud-américain. Ok, d'accord, mais regardez à quel point cette intensité l'a complètement déstabilisé. Il était paniqué à chaque prise de balle. Et pour être totalement honnête avec vous, ce n'est même pas une surprise. Même lors de la Coupe arabe, où il avait globalement fait un très gros tournoi et où on l'avait trouvé monstrueux face à des équipes du Moyen-Orient, il y avait déjà des signaux d'alarme. Quand on analysait bien ses matchs à la Coupe arabe, on voyait déjà que dès qu'il était mis sous pression, il multipliait les pertes de balles dangereuses et prenait des décisions beaucoup trop hâtives. Et face à l'Équateur, ses failles ont éclaté au grand jour. Regardez cette situation lunaire en première mi-temps. Un contrôle totalement raté, basique, de niveau amateur, qui offre littéralement la première occasion concrète et dangereuse du match aux Équatoriens. Une perte de balle qui aurait pu nous coûter l'ouverture du score très tôt dans la rencontre. Mais là où il m'a rendu complètement fou, c'est dans sa lecture tactique du jeu, sa fameuse intelligence à la Busquets. On a une action où on est en supériorité numérique écrasante en transition défensive. On est à 5 contre 1. À 5 contre 1, les frères. À aucun moment, tu n'as la nécessité vitale de commettre une faute stupide. Le joueur adverse arrive sur lui, Rimat a plusieurs coéquipiers marocains derrière lui, prêts à couvrir l'espace. La seule chose qu'il a à faire, c'est de rester debout, de freiner le porteur du ballon, et même s'il se fait éliminer, il y a la couverture. Mais non, monsieur décide de se jeter et de faire une faute inutile. C'est un cruel manque de flair et d'intelligence situationnelle. Et cerise sur le gâteau, empoisonné, sa responsabilité sur le but encaissé. Alors, je ne vais pas être malhonnête, Rimat n'est pas le seul et unique fautif sur cette action. On va parler des autres juste après. Mais sa part de responsabilité est immense. La naïveté qu'il affiche sur la fin de l'action est une véritable faute professionnelle. Quand le numéro 9 équatorien part dans son dos pour aller chercher le décalage, Rimat le regarde partir. Il ne suit absolument pas son marquage. Il le laisse filer comme s'il était spectateur du match. C'est inacceptable à ce niveau d'exigence. Mais si le Busquets marocain a été d'une naïveté confondante sur ce but, c'est toute la chaîne défensive qui a complètement explosé. Et c'est là que le nom de Chadi Riyad et de notre fameux binational Issa Diop refont surface de la pire des manières.
Parce que oui, la famille, soyons totalement justes et objectifs dans notre analyse. Si j'ai taillé un costard sur mesure à Rabbi Himad pour sa naïveté affligeante sur le but équatorien, il serait malhonnête de dire qu'il est le seul et unique fautif. Le football est un sport d'équipe et quand on encaisse un but pareil, c'est toute une chaîne d'erreurs qui nous amène au désastre. Et devinez où commence cette chaîne catastrophique. Sur une perte de balle de notre jeune défenseur central, Chadi Riyad. On l'adore, il représente l'avenir, mais à ce niveau-là, tu ne peux pas perdre un ballon aussi brûlant dans une zone de relance. Ça déclenche immédiatement la transition foudroyante de l'Équateur. Mais là où mon sang n'a fait qu'un tour, c'est sur le comportement de notre fameux défenseur binational opportuniste, Issa Diop, juste derrière la perte de balle. Les gars, analysez l'image au ralenti, c'est effrayant. Regardez à quel point Issa Diop est extrêmement loin du porteur de balle équatorien qui réalise la déviation décisive. Il est à des kilomètres de son marquage. Tout au long du match, on a pu observer cette tendance fâcheuse chez lui. Il prend très peu de risques, il recule constamment, il refuse de se mouiller pour aller au contact quand il le faut. Sur cette action de but précise, c'est une hérésie tactique totale. Il doit être collé au porteur du ballon, il doit lui faire sentir son souffle sur la nuque. Parce que là, si l'Équatorien décide de ne même pas faire de déviation pour son partenaire, mais juste de se retourner et d'enclencher une frappe, ça finit au fond des filets de la même manière. Diop a une immense part de responsabilité sur ce but, il faut le dire haut et fort. Alors oui, il a fait une première mi-temps plutôt correcte dans les duels aériens, mais en seconde période, on a vu ses limites de manière flagrante. Et puis parlons-en de ses interventions. À un moment donné, les frères, je me suis demandé si je regardais un match de football international ou la WWE. Le mec, c'est devenu un catcheur professionnel. Vous avez vu cette prise de soumission hallucinante qu'il a faite sur le vétéran Ener Valencia? C'est quoi ce comportement? C'est ce joueur qui nous a snobé qu'on ramène pour faire des prises de judo sur le terrain? Ce genre de faute stupide, d'excès d'engagement non maîtrisé en pleine Coupe du Monde avec la VAR, ça te coûte un carton rouge direct ou un pénalty fatal. C'est un danger ambulant pour notre défense. Et le pire dans tout ça, c'est que pour sauver les meubles et arracher ce match nul 1-1, on s'en est encore remis à notre seul et unique canot de sauvetage depuis des lustres, les coups de pied arrêtés. Les frères, écoutez bien cette statistique, elle fait froid dans le dos. Elle résume à elle seule tout le drame de notre animation. Depuis notre match contre la Tanzanie, on n'a marqué absolument aucun but dans le jeu. Zéro, nada, le néant absolu. Tous nos derniers buts, sans exception, viennent de corner ou de coups francs. Alors oui, on est redoutable sur ces phases arrêtées, mais c'est l'arbre qui cache une forêt en cendres. L'animation offensive est morte. Attention, je ne vais pas tomber sur le nouveau sélectionneur Mohamed Ouabi. Il vient tout juste de débarquer, on ne va pas lui reprocher un mal endémique qui ronge le Maroc depuis des années et qui n'a pas eu le temps de soigner. Mais le chantier est titanesque et pour ne rien arranger à nos affaires, on a encore eu droit à une scène surréaliste avec un nouveau pénalty raté impliquant encore une fois l'ombre d'un certain Brahim Diaz. Parce que oui, la famille, on a vraiment l'impression d'être maudit dans ce secteur de jeu. On a eu l'occasion en or de Robzeka l'avantage dans ce match fermé à double tour, l'occasion de rassurer tout un peuple avec un pénalty sifflé en notre faveur. Et là, c'est le drame. Les frères, je ne sais pas si vous avez bien regardé l'action, mais c'est du jamais vu. Un joueur qui se retrouve hors jeu sur l'exécution d'un penalty. Franchement, il fallait que ça n'arrive qu'à nous. C'est le genre de scénario catastrophe, de bêtise absolue qui ne peut frapper que le Maroc dans les moments cruciaux. Mais attention, je tiens à préciser une chose très importante. Je n'en veux absolument pas au tireur d'avoir raté sa tentative face au gardien équatorien. Pourquoi ? Parce que contrairement à un certain joueur dont on va parler juste après, lui, au moins, il a respecté le jeu. Il a tenté de placer sa frappe correctement avec application. Le gardien part du bon côté, il fait un arrêt de grande classe, c'est le football, ça arrive aux meilleurs. On lui pardonne d'autant plus que ce n'est qu'un match amical de préparation, pas la finale de la Coupe d'Afrique. Mais cette scène du pénalty raté nous ramène inévitablement au traumatisme de la CAN et à l'ombre d'un homme, Brahim Diaz. Et là, je vais être très direct. J'ai revu des séquences de Brahim dans ce match face à l'Équateur qui m'ont rappelé ses pires travers de la finale. Les gars, on a la mémoire très courte quand on l'encense. On a tendance à oublier à quel point il a été mauvais et nonchalant lors de cette fameuse séance de tir au but. Et dans le jeu aujourd'hui, c'est le même constat frustrant. Il en fait beaucoup trop. Il porte trop le ballon. Il multiplie les prises de risques inutiles dans des zones dangereuses et ça se termine par un déchet technique monumental et des pertes de balles qui exposent notre bloc défensif. Je vous le dis sans détour, son match dans le jeu pur a été dégueulasse. C'était laid à voir. Heureusement qu'il compense par une patte droite magique sur coup de pied arrêté, mais dans l'animation, c'est un frein.
Mais tout n'est pas noir, la famille. Si les cadres nous ont déçus, il y a une énorme lueur d'espoir qui est venue du banc de touche. Les remplaçants ont tout changé. Mohamed Wabi a fait ses changements et d'un coup, on a retrouvé de l'envie, de la percussion et du danger. L'entrée de Talbi, magnifique, tranchante, il a mis le feu à la défense équatorienne. L'entrée de Yassir Zabiri, j'ai beaucoup aimé son culot. L'entrée de Soufiane Raimi, très intéressante, toujours disponible et hargneux. Et c'est peut-être là le plus grand enseignement de ce match nul. L'heure de la passation de pouvoir a sonné. Les intouchables de l'ère Walid Regragui, ceux qui ont été maintenus envers et contre tous malgré leurs limites, ceux qui ont mis des garçons méritants comme Talbi ou Raimi au placard à la moindre erreur, sont en train de s'effondrer sous nos yeux. Aujourd'hui, avec ce staff, tu peux enfin faire confiance à cette nouvelle génération. Tu peux leur donner du temps de jeu et bousculer la hiérarchie établie. Le prochain match contre le Paraguay s'annonce déjà comme un tournant décisif. On descend d'un cran en termes d'adversité par rapport à l'Équateur, c'est vrai. Et ça va être l'occasion parfaite pour Mohamed Wabi de titulariser ces jeunes loups aux dents longues. Voilà les passionnés, c'est la fin de ce débrief brûlant. Le Maroc vacille mais ne rompt pas. C'est à vous de prendre la parole dans les commentaires. La titularisation d'Issa Diop est-elle la plus grande honte de la sélection ou un mal nécessaire pour la défense? Abdel Alzouli et Ismaël Saïbari doivent-ils être écartés définitivement du 11 de départ? Êtes-vous pour une titularisation de Talbi et Raimi au prochain match face au Paraguay? Détruisez la barre des likes pour ce débrief sans filtre